Messieurs, chers amis téléspectateurs, ici au Sénégal, partout en Afrique, bienvenue sur Label TV et bienvenue surtout au siège du Club des investisseurs sénégalais. Ce soir, nous allons vous proposer une émission dans la série Artisanat tout à fait exceptionnelle, avec du beau monde, avec de l'esthétique, avec de la couleur et avec des perspectives tout à fait attrayantes. Je voudrais inviter le président du club, Babacar Ngom, à venir s'adresser à vous. Merci. Monsieur le ministre de l'Artisanat et du secteur informel, Mesdames, Messieurs les députés, Madame, Messieurs les représentants des organismes internationaux, Banque mondiale, ONUDI et BIT, Madame la représentante du ministre de l'Économie, Madame, Messieurs les représentants du secteur privé, chers membres de la presse, chers panélistes, Monsieur le modérateur, Maktar Silla qu'on ne présente plus, chers membres du Club des investisseurs sénégalais, chers amis, chers invités, c'est avec un réel plaisir que nous vous recevons aujourd'hui ici au siège du Club des investisseurs sénégalais dans le cadre de son jeudi du CIS et ce jeudi qui a pour thème aujourd'hui la promotion du Made in Sénégal. Une fois qu'on a dit la promotion du Made in Sénégal, on a dit une chose extrêmement importante. Et nous avons souhaité, dans le cadre de ce jeudi promotion du Made in Sénégal, compte tenu de la complexité et de la diversité du secteur, démarrer par une activité qui tourne autour de l'artisanat. L'artisanat, moi je considère que c'est notre diamant, c'est le diamant du Sénégal. Nous avons de l'or, mais je suis persuadé que l'artisanat peut nous valoir beaucoup plus que l'or que nous avons. Mais dans le cadre de ce jeudi, avec ce thème de l'artisanat, nous l'avons décomposé en plusieurs sous-thèmes. Le premier aujourd'hui va concerner l'habillement. L'habillement qui peut aller depuis les champs de coton, en passant par le tissage, faire les fils, pour faire le tissu, jusqu'au styliste, jusqu'au tailleur, tout ce qu'on peut faire avec. Je suis persuadé pour régler la question de l'emploi. Voilà un créneau extrêmement dynamique, extrêmement important. Mais par la suite, nous allons aussi, toujours dans le cadre de l'habillement, de l'artisanat, le jeudi prochain, j'espère que ce sera dans 15 jours, Victor. J'espère aussi un peu les membres du club. Je pense que le jeudi prochain, nous pourrons évoquer la question des cuirs et peaux, notamment la maroquinerie, les chaussures, etc. Nous aurons aussi l'occasion de revenir sur tout ce qui touche à la beauté, le bien-être, les soins du corps. Je sais que sur ce plan, le Sénégal fait énormément de bonnes choses. Nous allons aussi même aller jusqu'à la menuiserie, parce que nous avons eu ici une tradition de menuiserie qui a été très forte. Malheureusement aujourd'hui, qui nécessite un soutien, un accompagnement comme tous les autres secteurs de l'artisanat de notre pays. Je voudrais vous dire quelle fierté nous avons aujourd'hui de nous tenir devant vous, artistes, stylistes, modélistes, tailleurs, quoi dire encore, pour magnifier le travail extraordinaire que vous faites, qui nous vaut la fierté aujourd'hui dans notre pays, mais qui nécessite un accompagnement, qui nécessite un soutien, qui nécessite des efforts de la part de tout le monde. D'abord des pouvoirs publics, et je remercie et je félicite encore le ministre de l'Artisanat pour avoir fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Des populations, parce que le choix de porter du Made in Sénégal, le choix de manger ou de consommer du Made in Sénégal, c'est un devoir de chacun de nous.
Moi, je suis fier aujourd'hui, ma fille m'a offert une montre, me disant que ça était fait, elle était faite ici. Qu'est-ce qui est fait ici, qu'est-ce qui n'est pas fait ici? Mais dès l'instant que cette montre-là s'appelle Malado, moi je suis fier de la porter. Et je peux vous dire, que j'ai tellement de montres de grandes marques qui coûtent beaucoup plus cher que celle-là. Mais à partir de maintenant, je me sentirai beaucoup plus à l'aise en mettant celle-ci. Ma fille m'a aussi habillé. Je ne sais pas, peut-être la styliste qui m'a fait ce modèle, ce beau modèle dans la salle. J'étais en train de voir, parce que j'ai aussi des tenues qui ont été faites par nos tailleurs ici. J'étais en train de voir laquelle. Elle m'a sorti quelque chose en 24 heures. C'est celle-là que je porte aussi. Elle me dit, papa, quelles chaussures tu vas mettre? Je dis, ben, j'ai des chaussures telles. Il me dit, attends. Il me donne cette paire de chaussures qui, je pense, comme chaussures d'été, on ne peut pas trouver mieux. On peut être très fier de ce que nous avons. On peut être très très fier de ce que nous avons. Et je peux vous dire une chose. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et nous avons tout pour sortir notre pays, mais je dirais même notre continent de cette situation difficile. Nous avons tout. Je pense même que quelque part, nous avons été tellement gâtés par la nature, mais par le Seigneur, par bon Dieu, que nous avons été paresseux. C'est ça qui nous a mis dans cette situation. Il est temps, chers amis, il est temps, chers compatriotes, qu'on se réveille. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Je vois notre sœur Djoumadien Diakhaté, qui est l'ambassadrice de la mode sénégalaise, mais je dirais même de la mode africaine, qui s'est joint à nous. Je vois tout ce beau monde que je salue. Nous sommes très fiers encore une fois de vous recevoir aujourd'hui ici. La discussion que nous aurons par la suite pourra se tenir aussi bien en Wolof qu'en français, parce que tout le monde ne parle pas français ici, mais tout le monde ne parle pas Wolof aussi. Je vous remercie de votre aimable attention, mais excusez-moi, j'allais oublier de dire une chose. J'ai un message. Monsieur le ministre, ce message-là s'adresse à vous, les autorités. Je suis persuadé que si déjà, à partir de demain, on décidait que toutes les tenues de nos gendarmes, de nos militaires, de nos eaux et forêts, de nos policiers, de nos médecins, les blouses de nos médecins, si tout cela, dès demain matin, on décide qu'on ne les importe plus, vous allez voir les millions d'emplois que vous allez créer. Mais en et les brodequins, mon frère Pierre Bouyabi, nous complète. Nos élèves, il y a tellement de choses, il faudrait qu'on commence par ça. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci, Président Cheikh Babacar. Je crois qu'aujourd'hui nous aurons ici un véritable défilé de mode, puisque l'autre innovation était d'avoir une exposition ici à l'étage supérieur, que les téléspectateurs verront. Saluer également la présence du monde, mais également de notre sœur Salia Gay, qui est une icône, qui est là. Beaucoup de monde. Et dire que moi, j'ai été habillé par un jeune sénégalais avec mon nom, qui s'appelle Dame Bouk de Kai Shopping, et que les chaussures que je porte sont signées par Pape, qui est le couturier, qui est à Paris, au Triangle d'Or, le seul Africain au Triangle d'Or à Paris. Donc pour dire qu'effectivement, le talent nous en avons, les potentiels nous en avons. Parmi les mannequins, si, mais dans son, nous on est dans les, mais lui il est dans son super tube, le ministre Amadou Ndiaye, qui est notre frère, qui est le ministre de l'Artisanat et du secteur informel, que nous invitons à venir prendre la parole. Merci, Monsieur le Président du CIS, Monsieur le Vice-président, Monsieur le représentant de l'ONUDI, de la Banque mondiale, chers députés, chers invités en vos titres et qualités. Je viens d'écouter avec beaucoup d'émotion le plaidoyer fort de notre ami, le président Babacar, qui vient de nous montrer que tout est possible. Il suffit juste un engagement. Je suis particulièrement ravi d'être ici pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que nous allons parler d'artisanat. Parler d'artisanat, pour moi, c'est ce que je fais tous les jours.
Mais parler d'artisanat devant un parterre de grands décideurs, de grands intellectuels, de grands Sénégalais, de grandes écoles comme vous, ça, c'est une gageure. C'est pourquoi je suis très fier d'être ici et de pouvoir partager avec vous cette passion que nous avons pour le développement du Sénégal. Et tout le monde le sait, ce développement, il ne pourra se faire, en tout cas de manière rapide et urgente, que par l'artisanat. L'artisanat est un facteur d'équilibre social. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir former un individu, de le rendre employable en moins de 2 ans. Il est donc à ce niveau un facteur de stabilité. Les événements passés ces jours-ci nous le montrent à suffisance. Il permet à des centaines de milliers de jeunes, normalement exclus des secteurs formels de formation ou d'emploi, d'avoir accès à une éducation, une formation et une insertion. Donc, nous attendons beaucoup de vous, les décideurs, pour pouvoir ensemble porter cet artisanat vers les cimes qui doivent être les siennes. La deuxième raison de notre grand plaisir, c'est que nous avons, depuis notre avènement au ministère de l'Artisanat, élaboré avec nos partenaires une stratégie nationale de développement de l'artisanat. Et nous espérons qu'avec ces échanges, que nous savons seront fructueuses, nous pourrons avoir assez d'input à mettre dans cette stratégie nationale, que ce soit vos observations, mais également l'ensemble des objections que vous pourrez avoir. Très prochainement, nous allons partager avec vous cette stratégie nationale de développement de l'artisanat. Comme l'a si bien dit Monsieur le Président, le Sénégal a des potentialités. C'est le savoir-faire. Rien qu'à voir cette exposition, cela nous montre qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. En ce moment, nous avons la ZLECA, c'est-à-dire la zone de libre-échange, qui permettra donc à nos artisans, s'ils sont accompagnés, de pouvoir gagner le marché sous-régional, régional et pourquoi pas demain le monde. C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la digitalisation, nos artisans peuvent gagner le marché mondial. La pandémie nous a permis de comprendre qu'il y a des possibilités. Je partageais tout de suite avec notre ami de Lénidi pour lui dire que si nous faisions de telle sorte que les artisans qui sont ici à Dakar, la plupart habitent les régions, l'intérieur du pays. Ils vivent des fois dans des situations extrêmement difficiles, avec une absence de local, absence de foncier. Si on arrivait, grâce au digital, à leur donner les mêmes possibilités dans leur Fouta natal ou dans leur Saloum natal, ça leur permettrait, qu'avec le digital, d'avoir de l'espace là où ils sont, d'avoir une capacité de production et de productivité 1000 fois meilleure. Mais cela passera
sûrement par le digital, parce que le plus grand marché du monde aujourd'hui se trouve à portée de main. Que dis-je? À portée de clic. Alors qu'avant, les gens étaient obligés de venir ici à Dakar. Pourquoi? Parce que c'est ici que les gens pensaient que se trouvait vraiment la grande demande. Alors qu'aujourd'hui, le monde nous a montré que la demande a changé. La demande n'est plus à Dakar. La demande, c'est le monde. Et je pense que nous devons passer de l'étal, comme j'ai dit, au marché mondial en passant par le digital. C'est possible. Cela nous permettra d'avoir un reflux. On passera du, comme on dit d'habitude, de l'exode rural vers l'exode urbain. Les gens vont quitter Dakar pour aller dans leur terroir. Et la valorisation de ces terroirs nous permettra non seulement d'améliorer la productivité, mais également de créer des emplois et de faire du Sénégal un hub de production artisanale. C'est possible. Et je sais que, en étant aujourd'hui avec vous, et en voyant la passion que moi j'ai déjà, et que je sais que je partage avec vous, je suis persuadé que nous irons très loin. Et ce sera pour notre jeunesse. À partir de certains âges, lorsqu'on travaille, on doit travailler pour laisser quelque chose à son pays. Et la meilleure manière en ce moment, c'est de travailler avec l'artisanat. L'ensemble des pays du monde sont passés par là. Nous aussi, nous ne ferons pas autre chose. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, tous ces grands pays sont passés par l'artisanat. Nous aussi, nous devrons passer par l'artisanat. Nous en avons les possibilités, parce que nous avons une jeunesse qui est engagée. Nous avons également des personnalités. Comme vous venez de le dire, que ce soit de grandes dames, comme Adja Doumediane Diakhaté, Sadia, qui ont défriché la voie. La jeunesse est là, les maladus et autres. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas trop tenir la parole, mais je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous. Parce que j'ai l'habitude de parler d'artisanat, mais parler d'artisanat devant ce parterre, c'est de beaucoup d'émotions. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous nous plongez déjà dans l'industrie 4.0. Donc, nous y reviendrons certainement au cours de ce débat. Pour dire tout simplement, vous savez, je me suis amusé à voir depuis quand l'être humain a commencé à se vêtir. Je suis remonté déjà jusqu'à 800 000 ans et j'ai dit, bon, cet exercice est trop fastidieux, je m'arrête. Et je me suis dit, bon, je reprends dans Dakar ces derniers jours, je regarde. On va faire 300 ou 400 mètres sans voir un atelier de confection, de tailleur. Il y a du tout, de la micro-entreprise à la PME, à des structures plus sophistiquées comme 6.9, j'espère qu'il est là, en passant par les grandes statures qu'on a citées tout à l'heure, qui habillent l'Afrique et le Gotha international, pour dire qu'effectivement, après le fait de se nourrir, l'un des besoins premiers, c'est de se vêtir. Mais à l'époque des fourrures, il y a très longtemps, je ne parlerai pas du Néandertal, mais il y a très longtemps que les hommes ont pourchassé les animaux, les ont tués pour avoir de la fourrure, avoir des habits, etc. Donc c'est un besoin tout à fait basique et naturel. Il s'y ajoute, sans prendre même l'exemple des pays européens, si nous prenons l'exemple de pays de l'Afrique du Nord comme le Maroc, comme la Tunisie, ou en allant vers l'Afrique de l'Est, le bassin EAC, Kenya, etc. En prenant même l'Éthiopie, en allant vers l'océan Indien, l'île Maurice, Madagascar, on se rend compte que les plus gros pourvoyeurs d'emplois et de plus-value, ce sont toutes ces choses qui tournent autour de l'artisanat. De l'artisanat et du textile en particulier. Lorsque l'on prend la chaîne de valeur du textile, on peut aller de 1 à 600% si l'on passe de la production de coton, comme disait Babacar, à la confection de luxe, et peut-être même plus. La contribution au PIB, si on fait un benchmarking de pays tout à fait africains, peut varier selon les pays, y compris dans un pays comme le Nigeria, avec certaines structures d'accompagnement, etc., entre 17 à 26%. Cela veut dire que dans un pays comme le Sénégal, où il y a un véritable potentiel, où il y a de la créativité, la preuve, il suffit de se promener dans cette salle,
Je le disais encore, chacun est un mannequin à sa façon. Il est possible, non seulement de créer des emplois, mais de hisser et de constituer véritablement une locomotive qui accompagne le développement du pays, le développement économique, qui crée de la richesse, qui crée de la plus-value. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il est important, pour camper un peu ce décor global, de donner la parole à un monsieur, je l'appelle un monsieur, mais qui est un ami, un frère, que nous avons eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, d'inviter sur nos chaînes, etc. Paulo Gomes. Paulo Gomes est de la Guinée-Bissau, mais c'est surtout un cadre panafricain de très grande valeur, qui a été le directeur exécutif au compte de l'Afrique, au niveau de la Banque mondiale, qui a dirigé beaucoup de choses, et plus récemment, donc en mettant en place un fonds qui accompagne les investisseurs. Il est le président, le chairman, comme on dit en anglais, d'Orango. Et je pense qu'il a véritablement ce recul nécessaire et cette vision qui permet de camper le décor dans sa globalité. Paulo. Puisque je suis né ici, mais je n'ai pas grandi au Sénégal. Mais comme ce débat aujourd'hui, c'est beaucoup plus sur la question du Made in Sénégal, je dirais qu'une approche régionale aussi pourrait aider à accélérer même, je dirais, le Made in Sénégal, puisque le Sénégal est entouré de pays de petite dimension populationnelle et pour lesquels les chaînes de valeur pourraient permettre à ces pays plus petits, ayant un marché plus limité, de s'intégrer dans la chaîne de valeur qui pourrait être boostée au niveau du Sénégal. Et il y a des exemples. Un exemple concret serait en quelque sorte le pagne Manjac. Je suis moi-même ici de culture Manjac. Le pagne Manjac qui est connu bien sûr au Sénégal, mais le sanctuaire et l'épicentre de cette créativité vient de la Guinée-Bissau. Et il va maintenant au niveau mondial, puisqu'au niveau de notre fonds, par exemple, nous appuyons pas mal de créateurs dans le domaine du textile. Bien sûr, ici au Sénégal, vous avez Aïcha Dion qui est assez avancé dans ce domaine, mais par exemple à New York, nous avons deux mannequins de Guinée-Bissau qui maintenant font pas mal de choses avec des marques comme Louis Vuitton et autres aussi, en utilisant le pagne Manjac. Donc je pense que, Monsieur le ministre, là vous avez bien souligné sur l'artisanat en général. Je vais peut-être aller spécifiquement sur la question du textile, pour dire qu'à ce stade, il y a énormément qui peut être fait avec un contexte qui est plus ou moins favorable. Et le contexte, c'est la ZLECA, avec l'accord continental, pour lequel, je pense, a permis aussi de déclencher un changement d'état d'esprit. Puisque tout à l'heure, Boubacar disait la question de paresse. Je pense que c'est un mélange aussi d'état d'esprit. Et peut-être le Covid viendra comme un élément accélérateur de ce changement d'état d'esprit. Nous nous habillons maintenant plus africains qu'avant. Nous sommes plus conscients qu'il est possible de moderniser notre textile. Mais cela ne se fera pas en improvisant. Je crois que le développement du textile va demander qu'il y ait quand même un partenariat très fort entre le privé et le public pour pouvoir créer un écosystème qui soit très favorable au développement du textile africain. Il faut qu'à chaque fois nous insistions que ce ne va pas se faire par le marché tout seul. Il faudra trouver des mesures ciblées pour encourager ce développement du textile parce que nous sommes en concurrence, d'une mauvaise concurrence. Il y a la question de la friperie, on sait, c'est un problème grave, il ne faut pas le prendre malheureusement parfois d'une façon élitiste, puisque ça sera interprété pour dire que ce sont les élites qui, elles, comme elles n'ont pas besoin des friperies, regardent d'en haut ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir, donc ils sont obligés d'aller acheter les friperies. Il y a des pays qui ont été d'une façon assez radicale, comme le cas du Rwanda où j'ai eu à travailler et je travaille encore, où ils ont tout simplement interdit l'importation de la friperie. C'est un problème dans le pays qu'il faut régler, puisque c'est du dumping qu'il se fait dans nos pays. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est la question de développer notre coton, puisque s'il s'agit de la chaîne de valeur, il faut commencer dès la matière première, qui est en ce cas le coton, et qui est un secteur qui peut créer énormément d'emplois dans nos pays. Mais il s'agit maintenant de voir comment augmenter la qualité de ce coton pour qu'il puisse être plus adapté pour un type de textile qui serait spécifique à la demande globale ou autre, d'autant plus que maintenant il y a des considérations comme le coton green, le coton qui ne demande pas beaucoup d'eau et pour lequel il y a une valeur ajoutée qui peut se faire. Le troisième point qu'il faut souligner aussi, c'est l'information.
Je crois qu'il faut créer un écosystème pour que les gens puissent être informés et qu'ils puissent avoir une façon d'avoir les données qui permettent d'encourager ce ciblage d'appui que l'État pourrait donner au secteur. Je pense qu'il faut aussi des systèmes d'incubateurs pour encourager ces artisans dans ce domaine, pour qu'ils puissent être ensemble et diminuer au maximum les coûts qu'ils auraient à supporter individuellement. Donc, il y a des pays où on crée, comme en Éthiopie, des zones économiques spéciales, mais parfois on n'a pas besoin d'aller dans des plateformes aussi larges, mais ça peut être des incubateurs plus petits, pour lesquels le talent rentre, peut se développer sans avoir à subir des coûts importants d'électricité, d'eau et toute la tracasserie qui lui permettent de se concentrer sur la vente, comme vous avez dit. La digitalisation vient accélérer, et ça aussi c'est un coût, donc il faut baisser l'accès à cette digitalisation le plus possible pour que les gens puissent non seulement fabriquer, mais aussi vendre. Donc, je m'arrêterai à ce point, mais pour dire que le contexte est extrêmement favorable au niveau de la ZLECA, mais il y a encore des barrières non tarifaires entre les pays pour que cet aspect régional puisse exister. Donc, il faut une concertation entre les pays, il faut informer pour que ce développement ne soit pas après freiné par le côté nationaliste des voisins pour empêcher il y a de la place pour tout le monde. Cette chaîne de valeur est une chaîne de valeur qui peut générer d'ici 10 ans quelque chose de l'ordre de plus d'une vingtaine de milliards, en tout cas dans la sous-région. Rien que pour des t-shirts. Si vous imaginez par exemple pour le coton, si on fait du coton, au lieu de l'exporter, un pays comme le Rwanda, l'Ouganda, qui exporte, je pense, quelque chose de l'ordre de 30 à 50 millions de dollars de coton, il suffit seulement de vous passer ce coton vers des t-shirts. Et là, la valeur ajoutée que vous allez est 3 fois ou 4 fois plus en termes de contribution au produit intérieur brut d'un pays comme nous. Rien que des t-shirts, sans rentrer dans ce qui est plus sophistiqué. Donc je m'arrêterai là et puis au niveau du débat, je pourrais donner peut-être plus de détails. Merci. Tu as parlé de ton expérience au Rwanda, dans cette zone que j'appelle l'EAC. Effectivement, les projections jusqu'en 2025 sont de 3 milliards de dollars. Rien que pour l'industrie textile. Donc ça vous montre un peu, on prend un pays comme le Kenya, c'est plus de 300 000 emplois, ainsi de suite, on pourrait multiplier les exemples. Monsieur Saloum Ndiaye, vous êtes directeur, donc, je pense, Mobilier national. Mobilier national, voilà. Donc au ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Alors que font les pouvoirs publics concrètement pour accompagner cette dynamique, pour accompagner ce potentiel et consolider les opportunités? Merci beaucoup, Monsieur Silla. Je commencerai d'abord par remercier et féliciter le président du Club des investisseurs du Sénégal pour son excellent plaidoyer à l'encontre des pouvoirs publics afin de protéger plus davantage le marché intérieur. Cela ne m'étonne pas parce que je me rappelle d'une discussion que j'ai eue dans son bureau à la cérémonie, peut-être il est venu il y a 9 ans, où il était très fier de nous montrer que tout son mobilier était fait par les artisans sénégalais. Et c'est des années après que j'ai su que c'était l'entreprise 3S qui a mis en partenariat avec le projet Mobilier national. Je vois M. Atepa, qu'on ne présente plus aussi, avec qui j'ai vraiment discuté sur les questions de filière pose et cuir, pour justement dire que l'ensemble des personnes qui sont ici, au-delà des acteurs de ce secteur, sont des personnes qui sont engagées à accompagner le secteur de l'artisanat pour une très grande émergence. Alors, s'agissant concrètement de l'apport du pouvoir public par rapport au développement de ce secteur, on peut considérer qu'à partir de 2013, il y a eu vraiment un changement de paradigme au niveau de l'État sénégalais. Parce que jusqu'ici, toute la politique de l'artisanat au Sénégal était orientée vers l'artisanat d'art, qui constitue malheureusement que 13% de l'activité de l'artisanat au Sénégal. C'est ce qui justifie que depuis les années 60, les seules infrastructures que nous avions au Sénégal étaient orientées vers la promotion de l'artisanat d'art, avec les villages artisanaux et les chambres de métiers comme seule structure d'encadrement. Mais nous avons constaté à partir de 2014, avec l'organisation de la première journée de l'artisanat à Ngaï Mekhe,
que les pouvoirs publics ont pris une nouvelle orientation afin de s'appuyer sur l'artisanat du fait de son fort taux d'absorption du chômage pour développer en tout cas et restructurer l'économie nationale. Cela est passé aussi par une décision majeure que le président de la République a prise dès 2014 pour mettre en place la relance du projet immobilier national qui consiste à accompagner les entreprises artisanales à accéder à la commande publique. Et les 4 filières principales qui sont concernées par le marché de l'État sont la filière cuirs et peaux, avec la fabrication de bottes militaires et tout ce qui est matériel de cavalerie, la filière textile, le président Ngom l'a dit tantôt, avec la confection de tenues civiles et militaires. Et pour votre information, la filière textile est la filière qui a le plus grand taux d'accès à la commande publique. Parce que l'ensemble des tenues civiles et militaires, aussi bien de l'armée, des tenues militaires de l'armée et de la police, hormis les tenues de combat, sont aujourd'hui confectionnées par nos artisans. Avec comme infrastructure d'appui une grande unité de production à l'intendance. Il y a une autre unité de production il y a 2 ans qu'on a mis en place au sapeur-pompier. Et il y a beaucoup de semi-industriels, dont je tairai le nom, qui aujourd'hui gagnent une très bonne part de marché. On est à 69,7% d'accès à la commande de l'État. Et le président l'avait dit lors d'un défilé du 4 avril, pour dire que l'ensemble des tenues ont été confectionnées par nos artisans. Et ça, il faut le saluer et l'encourager davantage. Donc la 3e filière, c'est la filière bois, avec tout ce qui est mobilier de bureau et d'appartement. On est passé en 2015 de 187 millions de parts de marché pour les artisans à 1,433 milliard. Et tout récemment, lors du Conseil présidentiel, le ministre en charge de l'économie et du plan a pris des engagements pour protéger davantage le marché intérieur en interdisant les friperies dont mon ami Gomez venait de parler. Donc je crois qu'il y a des initiatives qui sont prises, même si on considère que c'est assez suffisant, du fait de l'importance du secteur de l'artisanat dans le développement local. Et parmi les filières, en tout cas les plus stratégiques, le textile reste la filière la plus importante, aussi bien d'un point de vue démographique et de l'excellent talent que les Sénégalais ont pu développer. Je me rappelle, il y a des années, il était inimaginable qu'une personne puisse entrer dans l'administration avec des tenues traditionnelles, même si c'est un peu péjoratif. Aujourd'hui, la tenue Made in Sénégal n'a plus d'obstacle, quelle que soit la nature de l'institution. Et ça, c'est à saluer. Donc, nous avons identifié 4 leviers principaux sur lesquels il faut au moins s'appuyer pour développer ce secteur. C'est ce qu'on a essayé de théoriser à travers la problématique des 4 F. Le premier F, c'est la formalisation, parce que plus de 95% des unités de production et de commercialisation artisanale sont dans le secteur informel, ce qui les empêche d'accéder au système financier, ou en tout cas d'accéder difficilement au système financier. Le deuxième S, c'est le F de la formation. Cela nécessite beaucoup d'accompagnement dans le renforcement de capacité du fait du type de transmission du savoir traditionnel qui se faisait de manière intrafamiliale et informelle. Les gens apprenaient sur le tas. L'une des difficultés que nous avons rencontrées avec pas mal d'acteurs du textile, c'était sur le respect des normes métrologiques, sur les techniques de graduation, parce que souvent ils continuent de travailler de manière assez traditionnelle, tout en ne respectant pas certaines normes. Je parle sous le contrôle de ceux qui sont vraiment experts en la matière. Le troisième F, c'est le F de la question foncière. Quand on a la précarité de l'unité de production, il est évident qu'on a des difficultés à être compétitif sur le marché. Le quatrième F, c'est le F du financement. Quand on est dans le secteur informel, on a du mal à accéder aux différents services financiers, aussi bien des dispositifs publics que privés. Donc voilà un peu globalement là où nous en sommes aujourd'hui.
Le développement des infrastructures d'appui reste quand même quelque chose de très important par rapport à cette filière-là. Nous constatons une certaine élite qui commence à se dégager et qui font des choses qui sont tout à fait acceptables même au niveau du marché mondial. Nous avons expérimenté avec Aïssa Dione sur le mobilier fait avec du bois, du textile et du cuir. On a un projet global qui réunit les 4 filières principales où on met à contribution les différents designers pour qu'ils puissent proposer des objets utilitaires et des objets d'intérieur dont le textile et le cuir ont un apport assez significatif. Donc voilà un peu pour ne pas trop retenir la parole. Et je pourrais répondre sur certaines préoccupations du secteur par rapport à la politique de l'État au Sénégal. Je vous remercie. Toutes ces initiatives qui doivent quand même être mieux relayées. Il faudrait, je pense, que le grand public, que les bénéficiaires, que les acteurs du secteur soient conscients un peu de ce travail qui est fait, des possibilités qui sont offertes, des guichets qui peuvent être ouverts. Et je pense que tout cela contribuera effectivement à renforcer cette dynamique pour renforcer effectivement ce secteur qui est essentiel. Encore une fois, certains pays africains l'ont démontré. J'ai cité le Nigeria, l'Éthiopie, l'île Maurice, la Tunisie, le Maroc, qui ont démontré que le secteur textile, lorsqu'il est accompagné, lorsqu'on procède effectivement à l'identification de l'ensemble des acteurs, parce qu'il y a plusieurs tranches, comme vous l'avez dit, il y a ceux qui sont connus internationalement, il y a les petites fabriques de quartier, etc. Il est important d'aller vers une identification et nos amis de Diapo proposent effectivement d'aider au Sénégal à identifier tous les acteurs qui sont dans ce secteur un peu du textile. Donc, oui. J'avais oublié aussi parmi les initiatives récentes d'ailleurs, parce que lors du conseil présidentiel ici, le président de la République a pris une décision majeure pour faire revenir l'obligation des tenues scolaires. Et c'est 10 milliards destinés aux artisans sénégalais sur 3 ans. Donc ça a été validé lors de la loi de finances rectificative et nous allons commencer dès 2021. Donc ça, c'est des initiatives aussi qui aident le secteur à vraiment retrouver un peu de relance économique par rapport à ces choses-là. Absolument, excellente chose. Également en termes de taxation, je pense que l'expérience aussi de l'Afrique de l'Est peut servir, où certaines barrières douanières ont été levées, sur certains intrants, lorsqu'ils ne sont pas produits dans la sous-région, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de TVA, etc. Un certain nombre de mesures qui permettent effectivement d'aller vers la compétitivité. Également, je pense que les mécanismes d'appui peuvent être également imaginés, notamment en termes de masse salariale. Le coût de revient, je pense que des contrats emploi, un accompagnement, une partie de la paie qui est prise en charge par l'État, peuvent accompagner et permettre non seulement de créer des emplois, mais d'arriver à des taux de production qui soient plus compétitifs et qui permettent effectivement de se positionner sur certains marchés. Également en termes de marché, je pense que très souvent, la plupart de ces pays que j'ai cités en Afrique sont orientés surtout vers les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Europe de manière générale, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, mais qu'il était possible également aujourd'hui de se tourner vers le marché africain. Et c'est ça la réussite de l'exemple nigérien. Parce qu'ils sont sur un marché de près de 200 millions de personnes, c'est tout à fait différent. Lorsque vous portez vos propres habits, vous consommez vos propres chaussures, etc., ça ne change pas absolument la donne. Donc je pense que de ce point de vue également, les organismes internationaux et les partenariats publics-privés peuvent être des pistes. Et une organisation comme l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, peut absolument, et je pense le fait déjà, accompagner ces initiatives à véritablement structurer cette industrie naissante, à mieux la sophistiquer pour qu'effectivement nous en tirions tous les dividendes possibles et imaginables. Monsieur Christophe Yvetot, vous êtes le représentant de l'UNID au Sénégal. Sur cette question précise, quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner le Sénégal, accompagner le secteur, etc. Voilà. Salam alaikum. Bonjour. Eh bien, tout d'abord, je voudrais remercier le président du CIS pour cette invitation et je voudrais saluer aussi son Excellence, Monsieur le ministre de l'Artisanat et du secteur informel et dire que je suis vraiment très heureux d'être ici et très impressionné par ce parterre de créateurs de haut niveau et de chefs d'entreprise.
En fait, comme le disait Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a tout au Sénégal. Et donc c'est vrai qu'avant tout, c'est le Sénégal qui doit s'organiser. Et à l'ONUDI, nous avons la chance, ayant 170 États membres, de pouvoir, je dirais, piocher dans les meilleures pratiques et de pouvoir les partager avec les autres pays. Donc j'ai le plaisir aussi de pouvoir dire qu'il y a beaucoup de meilleures pratiques qui sont au Sénégal et qu'on partage avec d'autres pays, mais aussi les meilleures pratiques qu'on a pu déceler en Asie, en Amérique latine, en Europe, en Amérique et ailleurs peuvent aussi servir au Sénégal. Il s'agit de faire partager l'information, le savoir-faire. Et il est vrai que, comme l'a dit son Excellence Monsieur le Ministre, étant donné qu'il y a 1,2 million d'artisans, 1,4 million, imaginez si chacun pouvait recruter une personne, le problème du chômage serait réglé. Et donc il y a un potentiel qui est là énorme. J'ai eu la chance ces dernières semaines de retourner, parce que je le fais souvent un peu dans tout le pays, en Casamance, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda. Après on a fait une tournée ces deux jours-ci avec le ministre du Développement industriel à Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. La semaine dernière on était à Matam, Thiès, Saint-Louis et autres. Et en fait, à chaque fois avec les collègues, on se disait, mais pourquoi ce pays importe autant de choses alors qu'il y a tout au Sénégal? Il y a les créateurs, il y a les produits, il y a les matières, et donc il faut s'organiser. Alors, comment on fait les pays qui ont réussi? Ils se sont organisés. D'abord, il faut une volonté politique. Cette volonté politique, elle peut se manifester à travers une politique industrielle, à travers une politique de l'artisanat, à travers une politique de soutien au secteur privé. Je dis ça parce que tous les acteurs sont ici, donc il faut aussi qu'ils se mettent ensemble pour renforcer ce secteur. Mais aussi, il faut réussir à faire aider les artisans à s'organiser. Le problème, un des gros problèmes des artisans qui sont souvent de petite taille et isolés. Combien de fois on a emmené des artisans de talent dans des salons à l'étranger? Ils reviennent avec d'énormes commandes qu'ils sont incapables d'honorer. Et donc ça, il y a un problème de passage à l'échelle. Donc comment réussir à soutenir, accompagner tous ces artisans pour qu'ils puissent mutualiser des lieux, des équipements, en s'organisant, l'union fait la force. Ils peuvent aussi créer des centrales d'achat qui leur permettent de mieux négocier avec leurs fournisseurs, l'électricité, les matières premières, tous les intrants. Et ils peuvent aussi, et l'État peut aussi les accompagner pour la formation, pour aussi mieux gérer leurs entreprises. Aussi, lorsque les entreprises sont réunies, elles peuvent aussi avoir accès à des plus gros marchés. Par exemple, pendant l'année dernière où toute l'économie était bloquée, on a vu des projets qui permettaient de la production locale de masques certifiés aussi par l'agence sénégalaise de normalisation, et qui, pour la première fois, beaucoup d'artisans ont travaillé avec un modèle certifié et que tous faisaient le même modèle pour une commande de beaucoup plus, en termes de volume, beaucoup plus importante que ce qu'ils n'avaient jamais fait. Donc il y a un potentiel de passer aussi de l'artisanat à l'industrie par le volume. Aussi, de s'unir et d'être regroupés en clusters, par exemple, ils peuvent aussi améliorer leur compétitivité coût, donc en baissant les coûts, mais aussi leur compétitivité qualité. Parce que peut-être que le Sénégal ne peut pas faire le même développement que la Chine en termes de volume de production. Par contre, en augmentant la qualité par un design, par une politique de propriété intellectuelle, de label, de lier histoire du Sénégal et culture du Sénégal avec les produits, on l'a vu ici, c'est extraordinaire ce qu'on a vu au premier étage. Et donc là, il y a une possibilité d'avoir des politiques de gamme et qui correspondent aussi, je dirais, à la taille du Sénégal. Voilà, en quelques mots, il y a vraiment de quoi faire au Sénégal. Tout est là. Il faut maintenant s'organiser et donner la possibilité à tous ces artisans de mieux vivre, de pouvoir produire des produits de meilleure qualité et chacun de pouvoir recruter une personne, ce qui résoudrait pas mal de problèmes au Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. L'usine Djily Mbaye, Alaaji Djily Mbaye moo ko créé woon. ñu ngi koy créé
si vous voyez le montage financier, l'État du Sénégal avait garanti crédit au niveau des banques islamiques. Et ces temps-là, c'était l'une des meilleures usines au monde que je vous dis, parce qu'en visitant les machines, chaque fois qu'on amène des experts là-bas, nous les voyons, et c'est des groupes électrogènes, tout ça. C'est sur 20 hectares et 30 000 m² couverts de bâtiments. Et l'objectif, c'était, à côté du Solifitex, coton, tout, chaîne de valeur, mais après, tu subis des gains de Louga pour nous faire fouf. C'est mon objectif. Bon, après quelque temps, je pense que passé n'est le réuni. Après, nous passons, qui dernier, nous passons moi seconde, Jean-Marc Secondi. Président, le chambre de commerce, bon, on cherchait des investisseurs pour faire travailler les jeunes. Il m'a mis en rapport avec Secondi. Secondi, je voulais l'aider pour démarrer l'usine bien. Donc, j'ai essayé de l'aider, mais entre-temps, il a des difficultés. Venant de temps en temps de l'État, venant de temps en temps du personnel. Il s'est enfui en laissant l'usine comme ça. Le temps qu'il y avait des ministres, Ousmane Gom et Ablaye Baldé, je l'ai pris en location-gérance. Mais je lui ai dit aux employés, moi je ne connais pas dans le texte, rien du tout. Je ne suis qu'un investisseur technique, mais je ne m'y connais pas. Donc, j'ai mis des sommes dedans, ils ont commencé à travailler. Mais après, il y a des difficultés avec les employés, voilà, des employés qui voulaient d'autres choses. Et après, moi j'ai pu vraiment... après, nous avons usiner. Ils vont payer parce que ce qu'ils voulaient, c'est que de me faire fuir ce qu'ils ont fait à ce moment. Ils vont payer. Après, bon, il y avait des toujours. Après, heureusement, quand on s'est tombé sur les bonnes personnes, Babacar Mbaye, que le personnel est revenu me voir en me disant qu'on veut que vous l'ouvriez. Je vous dis que moi, je ne cherche pas un directeur général. Si parmi vous avez un bon directeur général, dites-moi là. Ils nous ont dit que Mbaye peut gérer ça. J'ai dit que je ne le connaissais pas, je ne le connaissais pas du tout. Après, on a dit qu'on lui confiait ça. Je lui ai dit qu'à part d'aujourd'hui, ne me demande plus un franc. Un franc. Si vous pouvez arriver à travailler, vous payez les salaires si vous ne pouvez pas fermer les yeux. Et vraiment, ils ont eu le courage de le faire démarrer. Et jusqu'à maintenant, ils payent leur salaire, ils n'ont pas de problème. Même dimanche, ça me fait plaisir, même dimanche, vous venez là-bas, vous le voyez travailler, des femmes et des hommes qui travaillent. Et grâce à M. Mbaye et l'ensemble, c'est les syndicalistes qui étaient vraiment, qui m'attaquaient, qui sont devenus les vrais commerciaux, comme Sambadia, qui étaient vraiment dans les radios et tout ça, mais une fois maintenant, quand je le vois, courir derrière pour chercher des marchés. Et aujourd'hui, au niveau de Kaoul, dès que l'usine ne travaille pas, Kaoul, tout baisse, parce que minimum, il injecte minimum 30-40 millions par mois. Bon, actuellement, vraiment, ils se battent beaucoup. Je leur ai dit que si je donnais un prix pour l'ensemble du groupe de CCBM, vous êtes parmi les premiers que je donne, parce qu'ils travaillent. Mais pour mieux comprendre le métier textile, c'est que notre maman du Diakhaté connaît beaucoup mieux, parce que textile, c'est très important. Moi, c'est ce que je constate. J'ai dit que li ñuy lekk li ñuy sol moo ëpp li ñuy lekk parce que kenn ku ne boo demee sa armoire la fa nekk ci yére moo ëpp li ngay lekk. Prenons exemple ni ngi jëm tabaski, on va parler xar soble, mais ce que nous achetons en bassin c'est plus important. Et ce qu'il dit tout de suite en disant que 30% tissu, 65%, mais on n'a même pas parlé de textile, ce qu'on dit ñaw bi qui peut aujourd'hui, tissu bi, il coûter 30 000, mais il 100 000 francs. Donc je pense que si vous avez des pays comme Vietnam, ils ont créé 15 millions d'emplois qui textiles, rien que pour leur exportation. Donc je pense que M. le ministre, textile Sénégal, on va faire qui textile. Uniquement notre marché 400 milliards, CEDEAO 2000 milliards, mais tout est importé.
Et uniquement, c'est le dumping chinois. L'exemple est très clair. Contre les Russes, ça coûte très cher. Sauf que tu défais, bon, déclaré comme juillet, aujourd'hui, même si l'État vous exonère, puis vous payez que le 18% de TVA, aujourd'hui vous êtes beaucoup plus cher que l'importateur. Et pourtant, peut-être les coûts, il n'y a pas beaucoup de différence avec les Chinois. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais compte tenu des dumping, bon, je ne sais pas comment ça me dit, ou bien il faut douanier pas amener ça. Moi, dans ce que je sais, c'est que. Bon, je ne sais pas comment ça fait. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai vu à Kaolack, ça m'impressionne. Je sais que on parle même de 2000, plus de 3000 personnes pour le travail là-bas pour sortir du tissu, mais on ne parle même pas encore des artisans qui peuvent faire des draps, plein de choses dedans. Je pense que c'est important, monsieur le ministre, que l'État pense, parce que le Sénégal, je pense qu'ils ont réputé être des tailleurs. Parce que vous dites que ça coûte un taquet d'avoir ça, vous le mettez dans une machine de Google à l'équipir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que vraiment, il a parlé son Wolof français, c'est le Wolof je ne sais pas quoi. En tout cas, tout le monde a compris ce qu'il disait. C'est un entrepreneur qui a montré la voie. C'est l'une des fiertés du CIS. Il y a beaucoup d'hommes comme ça dans cette structure-là, qui sont véritablement des développeurs, qui croient en ce pays, qui n'ont d'autres ambitions que le développement économique de ce pays. Et donc je pense que nous sommes interpellés tous, de l'État à nous simples citoyens. Il faut les accompagner. Il faut que nous croyions en cette capacité, que nous croyions en nos gens, en nos leaders, en nos locomotives. Ça ne sert encore une fois à rien de se partager la pauvreté.